Le livre que j'ai écrit, qui n'est pas mon dernier livre, qui est mon premier livre en réalité, et ma conférence de ce soir repose sur 3 idées. D'abord, 1984 est mondialement connu. Des concepts, des formules et des images tirées de ce livre sont abondamment utilisés. Mais si Orwell est célébré comme écrivain, il n'est pas reconnu comme un penseur à part entière, comme un penseur politique et plus précisément comme un penseur du totalitarisme. En 1947, dans une lettre autobiographique, il écrivait ceci: « Vers 1935, je me suis trouvé infecté par une horreur du totalitarisme. » Et on peut dire qu'effectivement, depuis 1935-36 jusqu'à sa mort, la question du totalitarisme a hanté véritablement son œuvre. Donc il est temps aujourd'hui de le prendre au sérieux et pour ce qu'il est. Deuxièmement, le totalitarisme n'est pas mort en 1989 avec la chute du mur de Berlin. Il est même en plein renouveau. Nous sommes confrontés à ce que j'appellerais les régimes totalitaires de la seconde génération. Ils sont les héritiers de ceux du XXe siècle et ils en sont à la fois les successeurs, mais en même temps ils sont très différents. Ils ont leur dynamique et leurs inventions propres. C'est un thème sur lequel j'insisterai beaucoup. La Chine de Xi n'est pas celle de Mao, la Russie de Poutine n'est pas celle de Staline, et leurs chefs ont notamment, les chefs actuels, ont tiré les leçons des échecs du passé. J'aime assez cette phrase de Poutine: « Celui qui ne regrette pas la destruction de l'Union soviétique n'a pas de cœur, et celui qui veut sa reconstruction à l'identique n'a pas de tête. » L'héritage est là. En outre, de nouvelles entreprises totalitaires, absolument inédites, elles, sont aujourd'hui en cours au sein des démocraties libérales, aux États-Unis notamment, en Israël aussi sans doute, auxquelles nous avons le privilège, si je peux dire, d'assister en direct. Alors nous ne savons pas à quoi aboutiront ces entreprises, mais elles sont bien engagées. Or, j'y reviendrai un peu plus tard, le concept de totalitarisme, lui, n'a pas connu d'évolution parallèle. En gros, il est resté figé à ce qu'il était dans les années 1980. Donc, il est temps aujourd'hui d'ouvrir à nouveau le dossier du totalitarisme si nous voulons comprendre ce qui nous arrive. Troisième idée, c'est que la pensée politique d'Orwell était tournée vers l'avenir. Il était hanté par la crainte que, dans les décennies à venir, de nouveaux régimes totalitaires surgissent un peu partout dans le monde. Et c'est pourquoi il a écrit un roman politique qui transporte son lecteur dans un futur à la fois proche et possible, à Londres, 35 ans plus tard. Le livre est terminé en 1948 et il se situe en 1984. Et dans un des très rares commentaires qu'il a fait après la parution de son livre, il n'était pas en état d'écrire quoi que ce soit, il était au fond de son lit d'hôpital quelques mois avant sa mort, il a déclaré « Je ne crois pas que le type de société que je décris arrivera nécessairement, mais je crois, compte tenu bien entendu du fait que ce livre est une satire, que quelque chose qui y ressemble pourrait arriver. » Or, confronté au régime totalitaire du XXIe siècle, les idées d'Orwell n'ont pas pris une ride et elles offrent, sur les nouveaux totalitarismes, un éclairage qu'on ne retrouve pas chez un certain nombre d'auteurs plus connus, comme penseurs. Alors, avant d'entrer dans la présentation des idées d'Orwell, je voudrais répondre à une question, mais pourquoi ne reconnaît-on pas Orwell à sa juste mesure? Et qu'est-ce qui fait obstacle? Et chemin faisant, je voudrais dire quelques mots de la méthode d'Orwell, de sa démarche. Premièrement, je crois qu'on néglige trop la longue enquête qu'il a menée sur le totalitarisme entre 1936 et 1948.
Alors Orwell ne s'est jamais rendu dans la Russie stalinienne ni dans l'Allemagne nazie, mais pendant 12 ans, à travers d'innombrables lectures, c'était un lecteur, comment je dirais, boulimique. Il a engrangé les faits, les récits de témoins, les analyses, notamment celles qui étaient produites par ceux qui avaient vécu au sein de ces régimes et au sein des partis totalitaires. Il s'intéressait moins aux théoriciens. Il en a tiré ses propres réflexions, il a forgé peu à peu ses formules et ses concepts au fil de ces 12 années, dans ses articles, dans ses chroniques journalistiques, dans ses causeries radiophoniques, j'en citerai une tout à l'heure, dans ses essais, c'est un grand essayiste, dans sa correspondance, dans ses livres témoignages, comme Hommage à la Catalogne ou comme Le Quai de Wigan. Et il a écrit des centaines de pages qu'on peut lire aujourd'hui comme ses carnets de recherche. Et dans de nombreux cas, ses idées y sont plus explicites et plus développées que dans 1984. Deuxièmement, on n'est pas assez attentif, je crois, au milieu politico-intellectuel au sein duquel sa pensée s'est formée. On lit souvent par rapport à nous le livre de Zamiatine, publié en 1920, enfin publié, non, interdit, écrit en 1920, mais paru bien plus tard, parce que Zamiatine écrivait à Moscou, et Au meilleur des mondes d'Huxley, de 1932. Évidemment, il les a lus, il les a médités, mais il s'en démarque très fortement, il est très critique à l'égard d'Huxley, et sur bien des points, il est même aux antipodes des deux auteurs. En revanche, on méconnaît ou on sous-estime ces échanges intenses, sa communauté de pensée, je dirais, avec une poignée d'intellectuels anti-staliniens et anti-hitlériens qui étaient le plus souvent exilés. Le plus connu d'entre eux, c'est Arthur Koestler, l'auteur du Zéro et l'Infini, qui, dès son arrivée en Angleterre en fin 40 ou 41, je ne sais plus bien, est devenu un ami d'Orwell. Ils le sont restés. Mais plus important peut-être encore pour la formation de la pensée d'Orwell, il y a Frank Borkenau, un intellectuel et chercheur autrichien exilé qui a été dans les années 20 membre de l'Internationale communiste, il travaillait à Berlin, et qui s'est, dans les années 30, progressivement éloigné du communisme, du léninisme et même du marxisme. Et ils se sont retrouvés à échanger entre 1938 et 1941, à une époque où justement la pensée d'Orwell a commencé à se former. Et c'est un environnement dont on parle, à mon avis, trop peu. Enfin, on ne s'est pas assez intéressé, me semble-t-il, à la construction très particulière de 1984. On n'a pas vu qu'Orwell a construit son roman d'une manière très originale pour en faire non pas une fantaisie ou une spéculation, mais sur ce qui pourrait se passer dans 5 siècles, comme Huxley ou comme Zamiatine, mais un instrument de connaissance et de pensée sur aujourd'hui et demain, et accéder ainsi, par la fiction, à une forme de compréhension du totalitarisme qui n'est pas accessible, ou qui n'aurait pas été accessible par d'autres voies. Deux aspects de cette construction. J'ai envie de dire que on peut se représenter le totalitarisme comme un virus. En fait, l'idée m'est venue pendant le confinement du Covid. Il y a 3 virus qui sont les virus souches historiques, les régimes totalitaires réels de la première génération. Russie, 1917, Italie, 1922, Allemagne, 1933. Mais contrairement à ce qu'on a dit, le régime de 1984 n'est pas du tout un mixte des 3. Il est très différent, très singulier. Je dirais qu'Orwell a inventé un variant d'avenir, un variant fictif, un variant de laboratoire, mais un variant de seconde génération, plus performant, un variant nouveau, boosté, à la fois paroxystique et satirique. O'Brien, le dirigeant totalitaire, à la fois philosophe, bourreau et policier de la pensée, et idéologue, dit ceci, et c'est une phrase qui m'a beaucoup fait réfléchir en écrivant ce bouquin: «
Nous sommes différents de toutes les oligarchies du passé. Nous savons ce que nous faisons. Tous les autres, même ceux qui nous ressemblaient, étaient des lâches et des hypocrites. Les nazis allemands et les communistes russes se sont beaucoup approchés de nos méthodes, mais ils n'ont jamais eu le courage de reconnaître les motifs qui étaient les leurs. Autrement dit, dans 1984, Orwell entend déceler les motifs véritables qu'à la limite les dirigeants totalitaires de son temps n'avaient peut-être pas complètement saisis. On pourra revenir à cette question. Et puis ce livre est construit sur deux expériences de pensée. En écrivant son roman, Orwell s'est posé, je dirais, deux questions. Premièrement, à quoi pourrait ressembler un monde bâti par des totalitaires de seconde génération qui auraient les mains libres? Et c'est pourquoi les deux premières parties du roman décrivent, à travers les observations, les réflexions, les enquêtes de son héros, Winston, qui est un journaliste dissident, ils décrivent un monde imaginé et bâti par les dirigeants totalitaires. Orwell imagine quel monde ces dirigeants imagineraient. Sa structure politique et sociale, les règles de la vie quotidienne, les idées, les mœurs, etc. Deuxième question, que pourrait-il bien y avoir dans la tête des dirigeants d'un tel monde? La troisième et dernière partie du roman met en scène dans une salle de torture O'Brien, qui est un dirigeant tout à la fois donc policier et philosophe, face à Winston. Et il est chargé de le rééduquer. Mais pour y parvenir, il doit l'initier. Il doit lui révéler ce que pensent et ce que veulent réellement les dirigeants totalitaires. Pas la propagande officielle déversée par les télécrans, mais les véritables ressorts psychologiques, moraux, politiques qui animent les dirigeants eux-mêmes. Et il va le faire notamment dans le chapitre 3 de la troisième partie, où il énonce trois principes autour desquels va s'organiser mon exposé. Alors, on a là une des idées, à mon avis, les plus originales et les plus fortes d'Orwell. C'est que si on cherche à comprendre les régimes totalitaires, ce n'est pas du côté des mécanismes anonymes, des déterminismes, comme on dit, économiques, sociaux, culturels, idéologiques, pas du côté des processus civilisationnels ou historico-philosophiques, la modernité, le sens de l'histoire, qu'on trouvera la réponse, mais dans la volonté des fondateurs de ces régimes et de leurs dirigeants. Bref, pour comprendre ce qu'il y a dans la tête de ces hommes, Orwell utilise le moyen qu'il connaît bien, le roman. Alors, ma présentation sera en 4 volets. Les 3 premiers, ce seront les 3 principes d'O'Brien, les 3 articles du catéchisme qu'il inculque à Winston pour le rééduquer. Et dans le 4e volet, je développerai un concept orwellien qui découle de ces 3 principes, c'est le concept de mentalité totalitaire, et au fond, dans lequel il y a ce que j'appellerais l'esprit du totalitarisme. Premier principe d'O'Brien, nous voulons le pouvoir pour le pouvoir. Je cite, « Le parti cherche uniquement le pouvoir pour le pouvoir. Faire le bien d'autrui ne nous intéresse pas. Seul le pouvoir nous intéresse, pas la richesse ni le luxe, ni vivre longtemps, ni le bonheur, rien que le pouvoir pur. On n'établit pas une dictature pour sauver une révolution, on fait la révolution pour établir la dictature. Le pouvoir n'est pas un moyen, c'est une fin. Le but du pouvoir, c'est le pouvoir. » Comme vous le voyez, O'Brien martèle son discours. 2 aspects dans cette citation, dans cette déclaration. Orwell met au cœur du totalitarisme la volonté de pouvoir de ses dirigeants parce qu'il voit le totalitarisme fondamentalement comme un phénomène politique. Alors certes, celui-ci est rendu possible par 2 traits fondamentaux des sociétés modernes. Premièrement, la dépendance croissante des individus à des organisations géantes qui leur échappent du fait de la concentration économique, entreprises d'État, grandes firmes nationales ou multinationales, et du fait de l'omniprésence de plus en plus grande
de l'État et de son administration dans nos vies quotidiennes, donc qui met la main sur l'État et sur les grandes sociétés, met la main sur l'ensemble de la société et sur la vie quotidienne des individus. Et deuxièmement, le développement exponentiel des moyens d'information et de communication et donc de manipulation des esprits. À l'époque d'Orwell, la radio, le cinéma, la télévision naissante. À notre époque, Internet, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Et bien sûr, la généralisation des outils de surveillance. Remarquez qu'Orwell n'était pas le seul à avoir perçu ça. Dans les temps modernes, au début du film, si vous vous souvenez, le film doit dater de 36 ou 37, si mes souvenirs sont bons, donc 10 ans avant 84, il y a un moment où le grand patron, le Big Boss, c'est pas Big Brother, c'est le Big Boss, qui surveille toute l'usine depuis ses écrans et qui se fait voir éventuellement quand il le faut. Charlot va aux toilettes, il prolonge un petit peu la pause en mangeant une banane et il se fait rappeler à l'ordre par le patron lui-même qui lui exige de lui qu'il retourne immédiatement au travail. Mais ce monde moderne lui-même n'engendre rien directement. Il offre des moyens puissants et inédits aux hommes de pouvoir, comme Orwell les appelle, qui vont s'en servir pour s'en emparer, pour confisquer le pouvoir, le renforcer et le conserver aussi longtemps qu'ils pourront. Ce sont des hommes politiques d'un type nouveau, c'est ce qu'il explique en 1940, en commentant d'ailleurs un livre de Borkenau, non plus l'homme d'argent, le capitaliste, mais l'homme de pouvoir, le Gauleiter allemand ou le commissaire bolchevique. Je dirais, pour aller vite, que Orwell est un penseur politique, un penseur de la volonté et de la contingence. Il sait que les hommes de pouvoir partent du monde tel qu'il est, qu'ils utilisent toutes les circonstances et ce monde donc tel qu'il est pour arriver à leur fin. Je ne sais pas s'il avait lu Machiavel, mais tel que je le comprends, il est dans la lignée, du moins pour la compréhension du monde dans lequel nous sommes. Deuxième remarque sur cette déclaration d'O'Brien. O'Brien parle du pouvoir pur, pure power. Qu'est-ce que ça signifie? Trois choses, à mon avis. D'abord, que le pouvoir pur est un pouvoir qui n'a pas d'autre but que lui-même et pour lequel tout le reste, donc, l'économie, l'idéologie, l'architecture de la société, ne sont que des moyens. Des moyens qui peuvent changer selon les circonstances et les changements de ligne politique. Le pouvoir pur implique donc la malléabilité de l'économie et la flexibilité de l'idéologie. Je vais y revenir dans un instant. Deuxièmement, on dit souvent que le pouvoir totalitaire reposerait sur un contrat implicite. Le chef ou le parti s'empare de tous les pouvoirs, mais en échange, il assure au peuple un minimum de bonheur ou de bien-être ou de sécurité. C'est le modèle qu'on trouve chez Huxley, c'est le modèle qu'on trouve chez Zamiatine, et il a son origine, ou une de ses origines, chez Dostoïevski, dans la légende du grand inquisiteur. Les hommes voudraient vivre libres, mais ils en sont incapables, et pour leur assurer un minimum de sécurité et de bonheur, l'Inquisition les prive de leur liberté et les fait vivre dans le mensonge et dans l'illusion. C'est une interprétation très courante des totalitarismes. On la trouve chez Camus, par exemple, dans les années 50. Or, Orwell rejette fermement cette interprétation et avec elle toute idée d'un contrat social implicite entre le parti et le peuple. Alors, il faut que je dise deux mots sur la flexibilité de l'idéologie, parce que cela va assez contre une vision assez courante selon laquelle les régimes totalitaires seraient d'abord mus par l'idéologie, et une idéologie fixe et ferme dont les chefs ne seraient en quelque sorte que des prophètes ou des héros ou des exécutants. Or, c'est une idée que Orwell conteste dès le début, dès 1941, dans une causerie qu'il fait à la BBC sur littérature et totalitarisme, en juin 1941. Il dit ceci. Il différencie l'orthodoxie
des régimes totalitaires avec l'orthodoxie religieuse. Ce qui caractérise l'État totalitaire, c'est qu'il contrôle la pensée mais ne la fixe pas, à la différence des orthodoxies religieuses du passé. Il établit des dogmes intangibles, puis il les modifie d'un jour à l'autre. Il a besoin de dogmes parce qu'il a besoin de la soumission absolue de ses sujets, mais il ne peut éviter les changements dictés par les impératifs de la politique du pouvoir, power politics. Il se proclame infaillible et en même temps il s'emploie à détruire l'idée même de vérité objective. Je reviendrai longuement sur ce dernier point, mais sur la flexibilité de l'idéologie, il me semble que quand on regarde un peu l'histoire des totalitarismes depuis 100 ans, depuis une bonne centaine d'années, les exemples ne manquent pas. Staline qui transforme le socialisme internationaliste en socialisme dans un seul pays et qui se sert de l'international, de la troisième internationale, comme une arme de puissance, d'hégémonie de l'Union soviétique, c'est un assez bon exemple. Pour ne pas parler du pacte germano-soviétique, qui a beaucoup, en 1939, qui a beaucoup fait réfléchir Orwell. Et puis le plus bel exemple, c'est peut-être quand même Deng Xiaoping, ce compagnon de Mao en 1949, quand la République populaire de Chine s'installe. Dans l'ensemble de la Chine, il y a 2 millions d'entrepreneurs capitalistes, généraux, grands propriétaires, etc., qui sont liquidés. 2 millions. Et dans la région qu'il dirige, dans le sud du pays, Deng Xiaoping prend sa part de ces liquidations. Et puis 30 ans plus tard, en 1978, quand il lance la campagne Réforme et ouverture, après l'échec, le chaos de la révolution culturelle, il change complètement l'orientation, il change en grande partie les orientations du pays, il est glorieux de s'enrichir. Et 20 ans plus tard, son successeur, Jiang Zemin, fait entrer les chefs d'entreprise, voire les milliardaires, au sein du Parti communiste ouvrier et paysan. Et ça marche. On a cru que parce qu'il devenait capitaliste, le communisme allait cesser d'être le communisme, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a pas plus léniniste que Deng, et encore pas plus léniniste encore que Xi aujourd'hui. Et puis Poutine, c'est un petit exploit en 25 ans, ou disons en une vingtaine d'années, d'avoir reconstruit de toutes pièces une idéologie pour le type de régime qu'il voulait. Il est allé chercher dans le passé, du côté d'un certain Ilyin. Ensuite, il y a eu Surkov, le personnage qui est décrit dans Le Mage du Kremlin de Daim Poli, ou Douguine. Aujourd'hui, c'est Karaganov. Donc, Poutine n'est pas du tout un idéologue. Si vous lisez le petit livre d'Elchaninov qui s'appelle « Dans la tête de Poutine », il le dit très clairement, ce n'est pas un idéologue. Simplement, il puise, Poutine, dans les idéologues qui sont autour de lui, passé, présent, il puise ce dont il a besoin pour construire, c'est une synthèse, c'est un amalgame, son idée du monde russe qu'il a imposé à l'ensemble de la Russie. Et ça marche. Donc, les dirigeants totalitaires ne sont pas des prophètes d'une idéologie qui les dépasse, ils en sont les fabricants. Et j'aurais envie de dire, pour parodier Orwell, on ne fait pas la révolution pour réaliser une idée, on s'empare d'une idée pour prendre le pouvoir. Alors, ce qui doit être inflexible en revanche, pas d'illusion là-dessus, c'est la fidélité au chef et au parti. Quels que soient les tournants, quels que soient les revirements politiques, le parti a toujours raison. Et ça, c'est vrai, évidemment, pour Xi, pour Poutine, pour Trump également, de la même manière aujourd'hui. Ça, c'est le principe de base. Une deuxième conséquence dont je voudrais parler brièvement, une deuxième conséquence de ce principe, le pouvoir avant tout, le pouvoir au-dessus de tout, c'est que les régimes totalitaires sont des régimes de la guerre permanente. Dans 1984, il y a 3 superpuissances totalitaires qui dominent le monde. L'Eurasie, en gros la Russie et une bonne partie de l'Europe, l'Est-Asie, la Chine, et l'Océanie,
qui correspond à l'Amérique, à la Grande-Bretagne et à l'Australie. Ces trois grandes puissances sont dans une guerre permanente. Mais, explique avec beaucoup de détails Orwell dans 1984, ce n'est pas une guerre totale, là. C'est une simili-guerre. Elle est faite pour durer indéfiniment. Les belligérants évitent soigneusement d'utiliser leur gigantesque stock de bombes atomiques. Ils ne veulent surtout pas prendre le risque de l'autodestruction. Ils ont appris d'Hitler qu'il valait mieux éviter la guerre totale. Hitler qui a lancé son pays dans la guerre totale contre la Russie, mais qui a perdu et la guerre et le pouvoir. Donc, surtout pas risquer la ruine dans un combat existentiel. Deuxièmement, deuxième idée d'Orwell, cette guerre, c'est une affaire purement intérieure en réalité. Elle est menée par chaque groupe dirigeant, je cite Orwell là, elle est menée par chaque groupe dirigeant contre ses sujets. Il s'agit d'instaurer un état de guerre permanent, à bas bruit, afin d'enfermer ses propres citoyens dans un état de mobilisation permanente et de les contraindre à une soumission totale. C'est un instrument de pouvoir. Et troisièmement, les dirigeants des trois empires totalitaires sont plus ou moins complices. Ils feignent la guerre entre eux pour avoir la paix et pour pouvoir écraser tranquillement leurs peuples respectifs. Formule d'Orwell encore, tant que dure le conflit, ils se soutiennent mutuellement comme trois gerbes de blé. On se soutient en se combattant mais sans aller au bout du combat. Je vous laisse trouver les analogies avec le monde actuel. De la Russie à Israël, il me semble qu'il n'en manque pas. Deuxième idée, deuxième principe de O'Brien, l'idée que le pouvoir est aux mains d'une oligarchie qui est unie par une mystique. Oligarchie, je le prends au sens politique, enfin comme Orwell d'ailleurs, au sens purement politique, au sens classique grec, un pouvoir de quelques-uns, un pouvoir d'une minorité, par opposition à la démocratie qui est le pouvoir de tous, ou à la monarchie qui est le pouvoir d'un seul. Orwell utilise couramment le terme, il n'est pas le seul. Une mystique, l'oligarchie, elle est soudée par une mystique collective du pouvoir. Et là, O'Brien a des paroles assez étonnantes. Dieu, c'est le pouvoir. Nous sommes les prêtres du pouvoir. C'est tellement fort que les traducteurs hésitent quelquefois là, devant. Certains traduisent on est le clergé du pouvoir. Non, les prêtres. Les prêtres, il y a une dimension sacrée et sacrificielle. Alors cette déclaration est quelque chose d'exorbitant, d'autant qu'elle est réversible, parce que le pouvoir, c'est Dieu. Si Dieu, c'est le pouvoir c'est Dieu. C'est même le seul Dieu qui subsiste et auquel on peut se raccrocher dans un monde sans Dieu, la seule transcendance dans un monde sans transcendance. On a souvent décrit les partis totalitaires comme des mouvements messianiques, mais encore une fois, comme les dirigeants totalitaires ne veulent pas le bonheur du peuple, ni aujourd'hui ni demain, ils veulent en réalité un pouvoir absolu, pas demain, ici et maintenant, le plus absolu possible. Alors cette mystique du pouvoir, elle a au moins deux conséquences. La première, c'est que les oligarques, les dirigeants totalitaires, le parti, est au-dessus de tout. Une formule extraordinaire de Xi Jinping, parti, État, affaires militaires, affaires civiles, éducation, Est, Ouest, Sud, Nord, Centre, le parti dirige tout. Remarquez qu'il dirige aussi le parti lui-même. Le parti s'auto-dirige. La formule, elle est reprise à Chou En-lai. Formule de 73, Chou En-lai qui était à l'époque le second de Mao. En Russie, ce à quoi on a assisté, vous allez me dire, il n'y a pas de parti. Le parti de Poutine, c'est un parti pour les élections, mais ce n'est pas un parti qui a la structure du parti communiste chinois ou du parti stalinien d'autrefois. Mais ce qui est remarquable, c'est que Poutine a inventé ce que j'ai appelé le totalitarisme tchéquiste. La Tchéka, vous le savez peut-être, c'est cette police politique inventée par Lénine, mise en place un mois après la Révolution d'octobre, tout de suite.
Il y a deux grandes inventions de Lénine, c'est la Tchéka et le Parti communiste bolchevique. Et une équation entre les deux, une formule, tout bon communiste est un bon tchéquiste. On est fixé. Alors, la Tchéka, c'est ce qui a donné ensuite le GPU, le KGB, etc., jusqu'au FSB, qui en est le FSB dont Poutine a été le patron. Et c'est en tant que patron du FSB qu'il devient Premier ministre en 2000. Alors, ce n'est pas un totalitarisme de parti, c'est un totalitarisme clanique. Les siloviki, comme on dit en russe, les hommes de pouvoir, les hommes des services de sécurité, ce sont les hommes de Poutine. Le très bon livre d'une journaliste britannique sur le sujet. Ce sont avant tout des oligarques politiques et policiers qui sont étroitement liés au chef. C'est de lui et de leur appartenance au clan qu'ils tirent leur pouvoir économique. Ils sont comme des chefs mafieux soumis à un parrain. Et s'ils ne sont pas d'une fidélité absolue, ils tombent par la fenêtre, comme ça, par hasard. Ou s'il le faut, leur avion reçoit un missile, comme Prigogine. Et c'est un totalitarisme, deuxièmement, de contre-espionnage. C'est important que ce soit le FSB qui est une organisation de contre-espionnage. Le principe de ce type de police politique, c'est que tout opposant interne est un agent de l'étranger. Et inversement, tout pays ou individu étranger est une menace pour l'unité et la sécurité du pays, donc pour la toute-puissance du système. Donc Poutine, quel qu'il soit et quoi qu'on pense de lui, a été capable d'inventer une nouvelle version du pouvoir totalitaire qui, pour le moment, tient la route. Et on n'a pas de raison, dans l'immédiat, de penser que ça va sauter du jour au lendemain. Il y a beaucoup de gens, tout de suite après l'invasion de l'Ukraine, qui ont dit « Oh, Poutine, c'est la fuite en avant, il va se casser la figure. » Oui, ah bon, voyons. Deuxièmement, alors je viens de suggérer déjà ça, le pouvoir dans ces régimes repose en fait sur un pacte entre les dirigeants qui est à la fois un pacte religieux et un pacte mafieux. Je ne connais pas pour ma part d'illustration plus impressionnante, pour ne pas dire plus terrifiante, du « Nous sommes les prêtres du pouvoir » de Brienne, que ce film de propagande très largement diffusé, où l'on voit Xi Jinping dans la salle où est censé avoir été créé le Parti communiste chinois en 1921, salle devenue un musée, face aux statues des fondateurs, faire prêter serment à tous les dirigeants d'être toujours fidèles au parti et de garder les secrets du parti. C'est une scène de serment religieux et c'est une scène de serment mafieux. C'est assez fascinant. Troisième principe d'O'Brien, je vais vite, nous pourrons revenir sur tout cela dans la discussion. Troisième question du catéchisme, mais le pouvoir, qu'est-ce que c'est? Réponse très claire et concise, comme toujours, d'O'Brien. Qu'est-ce que le pouvoir? Le pouvoir véritable, c'est le pouvoir sur les esprits. Alors, qu'est-ce que c'est que le pouvoir sur les esprits? C'est le pouvoir sur les sur, c'est pas un pouvoir de, c'est un pouvoir sur, pas un pouvoir de décider, de faire des lois, de faire la guerre, non, c'est le pouvoir sur les esprits humains. Il s'agit de s'emparer d'eux, de les reformater et de le faire par des moyens exclusivement politiques et policiers. Pas par la propagande en inondant le cerveau d'idées, bien sûr, il y a de la propagande, mais ça ne suffit pas. Pas non plus en fabriquant des hommes robots. Les régimes totalitaires, contrairement à ce qu'on raconte souvent, n'ont jamais voulu avoir des hommes robots. Ils veulent des serviteurs fidèles, zélés, enthousiastes, fanatiques, intelligents, capables d'appliquer la ligne, capables même d'aller au-devant des désirs du chef, comme on disait dans l'Allemagne nazie, aller au-devant d'Hitler. Ce n'est pas non plus par la chirurgie qu'on va changer les esprits. Ça, c'est bon pour Zamiatine, où les dissidents, enfin, tous les citoyens sont invités à se faire lobotomiser pour leur enlever l'imagination.
ni par la génétique, comme chez Huxley, génétique, manipulation génétique, conditionnement pavlovien dès l'embryon, etc., etc. Ce ne sont pas par des techniques que l'on va s'emparer des esprits, même s'il s'agit d'une espèce de chirurgie, on va le voir, mais par des moyens politiques et policiers. Tu seras creux, lance O'Brien à Winston, nous allons te presser, te vider, puis nous te remplirons de nous-mêmes. La phrase est terrifiante, mais c'est à ça qu'on assiste dans la troisième partie de 1984. En clair, il s'agit de trois choses. D'abord, de modifier, d'altérer et de fausser les capacités intellectuelles et cognitives des êtres humains, leur perception, leur jugement, leur pensée. Deuxièmement, de réduire ou de détruire leur capacité émotionnelle, leur capacité morale. Et troisièmement, au bout du compte, de briser puis de remodeler leur volonté, de faire en sorte qu'ils veuillent d'eux-mêmes spontanément ce que le régime veut qu'ils veuillent. On doit vouloir de soi-même, spontanément, évidemment on a été remodelé pour ça, hein, mais ce que le régime veut que nous voulions. Alors, les techniques de domination des esprits, de contrôle des esprits, du pouvoir sur l'esprit sont ce qu'il y a de plus connu peut-être dans 1984, le télécran, le novlangue, la réécriture permanente de l'histoire. On pourra en reparler tout à l'heure, mais je voudrais insister, moi, sur 3 points. Premièrement, on n'insiste pas assez sur une dimension qui est celle de la destruction du sens moral et de la volonté des individus, l'humiliation et la destruction de l'estime de soi. Ça, c'est le fameux épisode de la salle 101, le fameux épisode de la cage aux rats, qu'on trouve dans l'avant-dernier chapitre du roman. Alors l'épisode est célèbre, mais je ne suis pas sûr qu'on l'interprète toujours suffisamment bien. On est donc à la fin du roman, Winston a tout avoué, tout accepté, il est même prêt à jurer que 2 et 2 font 5, mais il est resté fidèle à la femme qu'il aime, il est resté fidèle à Julia. Et O'Brien le sait, et pour s'emparer de l'âme de Winston, il doit briser la fidélité à Julia. Alors il l'emmène dans la salle 101, il lui met une cage à rats affamée devant le visage, il menace d'ouvrir la cage, mais il se garde bien de lui dire ce qu'il doit faire, lui, Winston. Comment il va s'en tirer? C'est lui qui doit trouver la réponse, c'est lui qui doit trouver la solution. Et c'est lui qui, sans y réfléchir, spontanément, finit par lâcher « Faites-le à Julia ». Autrement dit, il trahit de lui-même son amour pour, qui était au fond la dernière chose, comment je dirais, honnête et belle qui restait chez lui. Et il le trahit à ce moment-là. Donc, il ne sera plus, on le voit au chapitre suivant, qu'une loque humaine, il a perdu toute dignité, toute humanité, et il a trahi Julia, il s'est trahi lui-même, il s'est autodétruit. C'était l'objectif. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce que O'Brien voulait. O'Brien, ce n'est pas un sadique, ce n'est pas un type qui se réjouirait de voir des rats bouffer les yeux et le visage d'un type. Il n'en a rien à faire de ça. Il est plus exigeant que ça. Si Winston avait résisté, s'il était resté muet face au rat, peut-être aurait-il dû ouvrir la cage, O'Brien, mais ça aurait été un échec absolu. L'esprit du décident aurait résisté. Ce qu'il voulait, c'était briser la volonté de Winston et briser l'estime de soi chez lui. Deuxième aspect, petit coup de phare philosophique, si vous me permettez. Le contrôle de la réalité est ce que O'Brien appelle, avec ironie, le solipsisme collectif. La question, c'est quelle est la doctrine philosophique de tous les régimes totalitaires, non pas celle qu'ils enseignent, le matérialisme dialectique ou je ne sais quoi, mais celle qu'ils pratiquent réellement. Cette doctrine, O'Brien l'expose en 3 temps. D'abord, il commence par dire que, c'est la suite évidemment de tout ce qu'il a dit sur la réécriture de l'histoire, le remodelage du passé, etc. Tu sais que la réalité objective, extérieure, elle n'existe
tu crois que la réalité est objective, extérieure, et qu'elle existe de plein droit. Ça, c'est la doctrine qu'on appelle en philosophie le réalisme. Tu crois que le réel existe indépendamment de tout esprit humain. Mais je te le dis, Winston, le réel n'est pas extérieur, la réalité n'existe que dans l'esprit humain et nulle part ailleurs. Ça, c'est ce qu'on appelle en philosophie classique l'idéalisme, l'idée qu'il y a identité entre le réel et l'idée qu'on en a, la perception, la croyance, la connaissance qu'on en a. Mais évidemment, aussitôt, O'Brien tord un petit peu la théorie. Parce que quel est l'esprit dans lequel il y a, en quelque sorte, toute la réalité sous forme d'idées? Ce n'est pas l'esprit de chaque individu, ce n'est pas la subjectivité de chacun. L'esprit, c'est l'esprit du parti. C'est un nous unique. Ce n'est pas le monde est ma représentation, comme on le lit chez Schopenhauer, philosophe idéaliste sur ce plan-là. Le monde n'est pas mon idée, le monde est notre représentation, le monde est notre idée. Et O'Brien, là-dessus, est très clair. La réalité ne loge pas dans l'esprit individuel, qui peut se tromper, qui de toute façon périra. Elle loge uniquement dans l'esprit du parti, qui est collectif et immortel. Et tout ce que le parti tient pour la vérité est la vérité. Tout ce que le parti tient pour la vérité est la vérité. Il est impossible de voir la réalité si on ne la regarde pas avec les yeux du parti. Alors, avec ironie, Orwell, O'Brien ou Orwell, comme vous voudrez, appelle cette version de l'idéalisme un solipsisme collectif. Alors, avec ironie, parce que solipsisme collectif, c'est bizarre. Solipsisme, en philosophie, c'est l'idée que mon esprit est le monde. Il n'y a rien d'autre que ce qu'il y a dans mon esprit. Tous les autres, le monde extérieur, les autres personnes, c'est jamais que les émanations, en quelque sorte, de ma pensée, de mes idées. Bon. Il n'y a pas plus solitaire, si je peux dire, ou individualiste qu'un solipsiste. Mais si l'esprit, c'est plus l'esprit individuel, si c'est le nous, il n'y a plus qu'un seul sujet pensant, il n'y a plus que le parti. Et chaque individu n'est plus qu'une espèce d'émanation ou de pseudopode ou de morceau de l'esprit du parti. Et la conséquence, évidemment, c'est que plus aucune de mes pensées n'est la mienne, il n'existe plus que des pensées du parti. Et s'il y a d'autres pensées que les pensées du parti, elles sont strictement interdites. Ce sont les pensées-crimes qui conduisent à la mort. Seul un esprit, je relis encore O'Brien, seul un esprit discipliné peut voir la réalité. Voilà le fait que tu dois réapprendre, Winston. Cela nécessite un acte d'autodestruction, un effort de la volonté. Tu dois t'humilier toi-même avant de pouvoir retrouver la santé. Je laisse ici la question de la double pensée dont on pourra peut-être parler parce qu'il faut que j'avance, je vois que l'heure tourne. Quatrième partie de mon exposé, ce que j'ai appelé la mentalité totalitaire. J'en distinguerai trois aspects. Donc le mode de pensée totalitaire. Premièrement, j'y ai déjà un petit peu abordé avec le solipsisme collectif, la destruction de la vérité objective. Orwell a une formule étonnante, c'est un essai de 1946. Le mensonge organisé pratiqué par les États totalitaires est partie intégrante du totalitarisme. Il continuerait d'exister même si les camps de concentration et la police secrète cessaient d'être nécessaires. Il écrit ça en 1946. Le totalitarisme exige probablement à plus ou moins long terme la disparition de toute croyance en l'existence même d'une vérité objective. Alors, qu'est-ce que c'est que la vérité objective ? Ce qui est très frappant, alors qu'Orwell n'est pas du tout un philosophe professionnel, il ne connaît pas grand-chose en philosophie, en tout cas, il n'a pas lu grand-chose en philosophie, y compris en philosophie politique. On ne le voit jamais citer Locke ou Mill ou qui que ce soit. Qu'est-ce qu'il entend par... Il insiste à chaque fois que c'est la vérité objective. Ce n'est pas la vérité en général, c'est la vérité objective. Croire à l'existence de la vérité objective, ça c'est ce qu'il écrit en 1944 dans une petite chronique à ma guise,
c'est voir dans la vérité quelque chose qui existe en dehors de nous, quelque chose qu'il faut découvrir et non quelque chose que l'on peut fabriquer selon les besoins du moment. La vérité objective, elle se découvre, elle ne se fabrique pas, elle ne se crée pas. Alors cette définition est classique. Une vérité est objective si elle existe indépendamment de toute activité mentale ou intellectuelle de notre part, qu'on la croie vraie ou fausse, elle est là. Pourquoi ? Parce que ce qui est objectivement vrai, ce n'est pas nous qui en décidons, c'est la réalité qui décide. Que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas, que nous le sachions ou non, les choses sont ainsi. Si la Terre tourne, si Napoléon a perdu la bataille de Waterloo, ou s'il n'y a plus de lait dans mon frigo, il est vrai que la Terre tourne, que Napoléon a perdu la bataille de Waterloo et qu'il n'y a plus de lait dans le frigo. Peu importe que je le croie ou que je ne le croie pas. Ce qui conduit Orwell, dans un essai de 1942, à cette formule lapidaire, mais parlante, « Quelque acharnement que vous mettrez à nier la vérité, celle-ci n'en continue pas moins à exister, en quelque sorte, derrière votre dos. » Alors la conséquence de cette idée philosophique, c'est que les vérités objectives échappent à tout pouvoir humain. Et évidemment, ça, c'est ce que les totalitaires ne supportent pas. L'idée que la vérité leur échappe, l'idée que la vérité soit plus forte qu'eux, l'idée qu'on puisse s'opposer à eux en s'appuyant sur la vérité, c'est évidemment l'idée insupportable. Et donc, il faut qu'ils détruisent la vérité objective. Ils le font de deux manières. Ils peuvent d'abord détruire les vérités objectives en les faisant disparaître de l'espace public, réécrire l'histoire, inventer, ça c'est Trump, les faits alternatifs, des faits qui n'en sont pas, mais dont on prétend que ce sont des faits, nier les vérités scientifiques les mieux établies, Staline niait la génétique, Trump nie l'origine humaine du réchauffement climatique, dont il n'arrête pas toujours aujourd'hui de répéter que c'est une vaste fumisterie. J'ai envie de dire que pour eux, selon un slogan de 1984, l'ignorance, c'est la force. Mais il s'agit aussi de détruire le concept même de vérité. Orwell est très précis là-dessus, c'est assez étonnant. Il ne dit pas qu'il s'agit de détruire les vérités, il s'agit de détruire le concept même de vérité. Alors il y a de multiples stratégies. Il y a la stratégie du pseudo-doute ou du pseudo-scepticisme. Ah bah oui, mais la vérité, on ne peut jamais savoir. On n'a jamais assez de preuves. Il y a la stratégie de la multiplicité des versions. Oui, ce que vous dites est peut-être vrai, mais il y a d'autres versions, alors comment savoir ? Bref, on pourrait aussi revenir sur tout cela. Le totalitarisme n'est donc pas simplement un nouveau type de régime inédit dans l'histoire, c'est aussi un nouveau mode de pensée. Deuxième trait que je trouve particulièrement remarquable, sur la négation de la vérité objective, il suffit d'ouvrir le journal en ce moment pour voir comment les dirigeants totalitaires s'emploient à la détruire. Deuxième trait qui me paraît intéressant, une formule qu'on relève rarement, Orwell dit des régimes totalitaires qu'ils sont les régimes de la folie contrôlée. Imaginons, si quelqu'un vous disait « Je suis le seul à décider de ce qui est et de ce qui a été. Rien n'existe que ce que je pense et crois vrai, et quand mes pensées changent, le monde change. » Il vous serait difficile de ne pas le tenir pour fou, et aussi fou que quelqu'un qui se prend pour Napoléon ou pour la reine d'Angleterre. Or, il suffit de remplacer « je » par « nous » dans la phrase que je viens de dire pour avoir un condensé de la doctrine du parti. Contrôle du passé, contrôle de la réalité, solipsisme collectif. Dans un univers totalitaire, la folie, je dirais, est systémique. Et avant d'être un trait psychologique et pathologique de la personnalité des dirigeants et de leur comportement, la folie est un trait de structure politique. Ça veut dire au moins deux choses. C'est que la folie, ça permet deux choses, ou ça implique deux choses. D'abord qu'il y a une politique de la folie qui est rendue possible par le totalitarisme et qui est pratiquée par les dirigeants totalitaires. Leur folie, elle leur confère une forme d'immunité. Ils deviennent imperméables aux faits dérangeants. Ils ne les voient pas, ils ne s'en souviennent plus, aux arguments embarrassants,
Ils les entendent, puis ils continuent comme s'ils n'avaient rien entendu. Ne rien voir de ce qu'on ne veut pas voir, ne rien entendre de ce qu'on ne veut pas entendre, ne rien savoir de ce qu'on ne veut pas savoir, c'est une technique de pouvoir redoutablement efficace qui donne une espèce d'immunité. Il y a un passage, je ne peux pas m'empêcher de le citer parce que c'est un moment extraordinaire dans 1984. Nous sommes dans la salle de torture. O'Brien montre soudain une photo à Winston. C'est une photo que Winston connaît. C'est une photo qui représente 3 dissidents dans un endroit où, selon 3 dissidents qui ont été liquidés, 3 dissidents, il y a un certain nombre d'années, dans un endroit, un lieu où ils n'auraient pas dû être, selon les accusations qui ont été portées contre eux par le parti. Donc, c'est une photo qui montre que le parti a menti, que le parti a triché. Or, Winston l'a trouvée un peu par hasard dans les papiers, et puis il l'a vite détruite parce qu'il avait peur de ce qu'il avait découvert. Mais en même temps, il en garde le souvenir. O'Brien, qui sait tout cela, montre la photo à Winston, et puis il la jette dans le trou de mémoire, c'est-à-dire une sorte de brûleur, etc., où tout est réduit en cendres. La photo n'existe plus. Et O'Brien dit à ce moment-là à Winston, « Mais tu as rêvé. Cet épisode des dissidents, tu l'as complètement inventé, tu es malade. » Alors à ce moment-là, Winston répond, « Mais cette photo, vous l'aviez entre les mains, vous la teniez, vous me l'avez montrée. » « Cette photo, quelle photo? J'ai rien détruit, il n'y avait pas de photo. Où tu vis? » Qu'est-ce que vous faites face à quelqu'un qui réagit comme ça? Et je crois que c'est un peu ce que beaucoup d'interlocuteurs de Poutine, par exemple, rencontrent. C'est-à-dire l'imperméabilité totale à un certain nombre de faits qui est une forme de folie, mais qui donne une immunité. Vous ne pouvez rien contre moi. Vous n'avez pas de prise contre quelqu'un qui parle comme ça. En même temps, évidemment, cela comporte un risque, et c'est pourquoi la folie doit être contrôlée. Parce que, évidemment, si vous perdez tout contact avec le réel, si vous ne parvenez pas, par la double pensée, à la fois à être dans votre monde et dans le monde réel, évidemment, vous risquez gros. Et on peut réfléchir au totalitarisme à partir de quelques folies totalitaires qui ont été incontrôlées. Je pense au régime Khmer rouge, qui a réussi à massacrer un quart de la population cambodgienne de l'époque, 1,5 million de personnes, si mes souvenirs sont bons, mais qui s'est écroulé au bout de 4 ans. Parce qu'ils ont été pris dans une folie destructrice qui est devenue autodestructrice. Question qu'on peut poser et que Orwell suggère à 2-3 reprises. Est-ce qu'il n'y a pas eu une folie semblable chez Hitler quand il s'est lancé dans l'invasion contre la Russie? Est-ce qu'il n'était pas complètement fou d'attaquer la Russie de Staline alors qu'on n'en avait pas fini avec l'Angleterre et que les États-Unis risquaient fort d'entrer en guerre? Évidemment, c'est la folie raciale, la supériorité des Germains et des Aryens sur les Slaves, etc., tout ce qu'on veut. Mais est-ce que finalement la brièveté du Reich de 1000 ans, qui n'a duré que 12 ans, n'est pas liée aussi à une folie du régime? En revanche, il y a des régimes qui arrivent à contrôler leur folie. Il y avait de la folie dans la révolution culturelle de Mao, qui a jeté la Chine dans le chaos. C'est ce que les dirigeants communistes d'aujourd'hui ne pardonnent pas à Mao, avoir tiré sur le quartier général. Ça, c'était pas possible. Mais que fait Deng quand il arrive au pouvoir tout de suite après la mort de Mao? Il met fin à tout cela et il réorganise le régime sur d'autres bases. Il liquide, ou il fait liquider la bande des 4, des défenseurs de la révolution culturelle, et il remet le régime sur une base plus stable. Donc, si les régimes totalitaires veulent survivre, il faut à la fois une part de folie, ils sont inimaginables sans une certaine dose de folie, mais en même temps, il faut qu'ils réussissent à la contrôler.
Bien, il est temps que j'en arrive à ma conclusion. Je dirais que le concept de totalitarisme aujourd'hui est tombé en discrédit. Si vous lisez, il y a beaucoup de débats sur est-ce qu'on est aujourd'hui face à de nouvelles formes de fascisme, etc. Très peu de gens parlent de totalitarisme. Alors, il me semble que Orwell donne des outils pour, comment je dirais, rouvrir le dossier et redonner vie à ce concept. D'abord, parce que sa conception met au cœur du totalitarisme une volonté de pouvoir, mais qui permet de comprendre la dynamique historique de ces régimes, leurs inventions, leurs métamorphoses, leurs transformations. Ce qui n'allait pas dans ce qu'on a appelé le modèle de guerre froide, le modèle posé par deux politistes américains, Brzezinski et Friedrich, dans les années 50, et qui a été repris par Aron, d'ailleurs, dans son livre « Démocratie et totalitarisme », c'est d'être un modèle figé, un modèle rigide, un modèle qui considère qu'il y a des dogmes fixes dans ces pays, qu'il y a une structure fixe. Et les historiens qui travaillent sur la Russie ou sur l'histoire de l'Allemagne disent c'est pas possible. Il y avait des dynamiques, il y a des oppositions, c'est conflictuel. Ce modèle ne marche pas. Il me semble que la vision orwellienne est beaucoup plus compatible avec ces exigences-là. Deuxièmement, l'intérêt le mode de pensée d'Orwell, c'est qu'il permet de comprendre, je crois, la durée de ces régimes, leur résilience. Les régimes totalitaires veulent durer. Ils ne veulent pas se perdre dans la folie d'une apocalypse. C'est une des faiblesses, à mes yeux, de la pensée de Arendt, c'est qu'en cherchant l'essence du totalitarisme, elle est allée la chercher dans les moments les plus apocalyptiques. La Shoah et Auschwitz, les grandes purges et la grande terreur en Russie en 1937-1938. D'accord, c'est vrai, ça fait partie de la réalité de ces régimes. Mais en même temps, notamment le régime stalinien, il a duré, il a continué. Et il y a une difficulté dans la pensée d'Arendt, il y a même une espèce de refus chez elle de traiter ces régimes comme des régimes politiques à part entière, comme des régimes de dire, voilà, aujourd'hui, il y a un nouveau type de régime qui est apparu après la Première Guerre mondiale, qu'on ne connaissait pas, qui s'appelle le totalitarisme, comme il existe la démocratie depuis la démocratie athénienne. La démocratie athénienne a eu des tas de formes différentes. La démocratie a eu des tas de formes différentes depuis plus de 2000 ans. Le totalitarisme risque d'en avoir aussi. C'est un type de régime du même type. Troisièmement, ça permet... la conception d'Orwell permet de comprendre à la fois la ressemblance et la diversité entre ces régimes. Et ici, j'emprunte une idée à un grand historien italien, le grand historien actuel du fascisme italien, qui s'appelle Emilio Gentile. Vous avez un petit livre de lui qui a une vingtaine d'années qui s'appelle « Qu'est-ce que le fascisme ?», qui est un modèle du genre, mais tous les livres de Gentile sont absolument remarquable, qui considère, lui, que le fascisme était un totalitarisme. C'est un des rares historiens aujourd'hui à soutenir la valeur du concept de totalitarisme, et qui dit, au fond, cette chose très simple, il y a des voies nationales au totalitarisme. Chaque pays, l'Allemagne, la Russie, l'Italie hier, aujourd'hui la Chine, à nouveau la Russie, peut-être les États-Unis, ont leur voie vers le totalitarisme. Le totalitarisme, c'est quelque chose de quasi impossible à réaliser. Le monde dans lequel, une société dans laquelle vous auriez véritablement, créé une emprise absolue sur l'esprit de chaque individu, ça n'existe pas. Donc c'est une sorte d'horizon permanent. Mais on peut avancer, on peut aller loin dans le totalitarisme, plus ou moins loin, et on le fait selon les circonstances, selon le type de pays dans lequel on est, avec l'économie qui est la plus adaptée, avec l'idéologie qui est la plus adaptée, avec la structure sociale qui est la plus adaptée. Dernier point, c'est qui est peut-être le plus rude pour nous, c'est de nous obliger à comprendre que ces régimes non seulement ont de la durée, plus d'un siècle maintenant,
mais ils ont aussi un avenir. Ce qui me frappe beaucoup dans la situation politique ou géopolitique dans laquelle nous sommes, c'est que l'initiative, en ce moment, elle est plutôt du côté de ces régimes-là. Et la vision de l'avenir, elle est fortement dans ces régimes, du côté de ces régimes-là. Et ma réflexion, là, c'est de me dire, il y a quelque chose qui ne va pas chez les démocrates, c'est que nous avons un préjugé que j'appellerais le démocratisme. Qu'est-ce que c'est? C'est de se dire, attendez, le seul bon régime, c'est la démocratie. Un régime totalitaire, ça ne peut pas tenir debout, ça ne peut pas marcher. Il faudra bien que ça se casse la figure, soit parce que c'est trop figé, trop rigide, tout ce qu'on nous racontait sur l'Union soviétique il y a longtemps, ou bien parce que ça conduit au chaos ou à tout ça. Les régimes totalitaires, c'est une phase, c'est un moment, ça n'a pas de... Mais pas du tout, pas du tout. Ces régimes-là ont un avenir. Et pour le comprendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait sortir peut-être de notre point de vue démocratique et essayer de se dire qu'il y a un point de vue totalitaire sur le monde. Pas pour l'adopter, pas pour l'admirer, mais c'est justement ce que le roman permet à Orwell, c'est de nous donner c'est ça que fait un roman, nous donner une représentation de ce qu'il y a dans la tête et dans la vie, dans l'expérience, dans la vision du monde d'un certain nombre de gens qui ne sont pas nous, sans devenir des fidèles ou des admirateurs de ces gens-là. Et c'est ce que le roman permet. Et à mon avis, il y a un regard extrêmement fort d'Orwell sur... Orwell, il regarde Big Brother dans les yeux, il regarde les totalitaires dans les yeux pour essayer de comprendre, non pas de se mettre à leur place, dans leur tête, mais se représenter, c'est ça que permet le roman, la vision que ces gens-là ont du monde. Et de la même manière qu'un général ne peut pas gagner une guerre s'il n'arrive pas à se représenter ce qu'il y a dans la tête et quelles sont les intentions et la vision du combat du général qu'il a en face de lui, du général ennemi, de la même manière qu'un joueur d'échecs ne peut pas gagner une partie s'il n'anticipe pas quels vont être les calculs et les stratégies de son adversaire. De la même manière, nous ne combattrons pas les totalitarismes, ni nous ne sommes pas capables de comprendre qui sont ces dirigeants, ce qu'ils veulent, comment ils voient le monde, sans avoir pour autant la moindre admiration ou la moindre estime, ou en ayant peut-être par ailleurs le plus grand mépris pour leur inhumanité et leur volonté de pouvoir absolue. Merci de votre attention remarquable.